Nous avons un bon quart d'heure devant nous pour des questions, que ce soit sur l'un ou l'autre de ces baux, celui de droit privé ou celui de droit public. Qui va démarrer ? Bonjour, Brigitte de Moussac, ministère de la Justice. Monsieur le professeur, vous avez évoqué tout à l'heure le bric-à-brac de tous ces concepts juridiques qui mériteraient à être réunis. On travaille depuis un certain temps, en particulier mon bureau, je suis chargée du bureau du droit immobilier et du droit de l'environnement, sur ces sujets-là avec vous. Et je me pose toujours une question, dans le bric-à-brac, on ne parle pas tellement du bail à réhabilitation. Est-ce que vous l'incluez dans le projet de réunification de tous ces instruments juridiques? La réponse est difficile, parce qu'en réalité, le bail à réhabilitation relève un peu d'une autre philosophie. Et il est d'un délai beaucoup plus court, si bien que on aurait bien voulu l'inclure, mais je crois que la philosophie de ce bail à réhabilitation ne s'y prêtera pas. Je crois qu'on avait évoqué le problème. Jean-Luc Tixier, effectivement, en fait, le bail à réhabilitation est à la fois très précis par son champ d'application, par les personnes concernées par ce type de contrat. Et c'est vrai que la philosophie retenue pour le bail réel immobilier est de faire, si je peux exprimer ainsi, un bail tout-terrain, c'est effectivement avec lequel on puisse passer partout, alors que là, effectivement, resterait, je pense, le bail à réhabilitation, parce que lui, il est vraiment très autonome dans beaucoup de ses éléments. Et alors, le but étant plutôt de créer, hors ce type de situation particulière, un contrat vraiment très malléable, très souple, devant lequel le praticien n'est plus à se poser des questions particulières. Est-ce que je peux ou non avoir recours? Est-ce que je peux ou non introduire tel type de clause? La philosophie, c'est au contraire avoir un contrat très ouvert. Alors, j'ai pas égrené toutes les souplesses et ouvertures auxquelles nous avons pensé, mais effectivement, notamment par exemple le pacte de préférence. Aujourd'hui, on a beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'un pacte de préférence est compatible ou non avec un bail emphytéotique ou à construction. Dans le cas du bail immobilier, nous avons pris le parti de prévoir qu'effectivement la loi, si elle venait à être adoptée sur ce sujet, prévoirait qu'on peut assortir ce contrat d'un pacte de préférence. Voilà. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est un contrat le plus souple, le plus malléable possible. Autre question? Pensez-vous, maître Tixier, qu'il soit possible de marier la copropriété dans le cadre du bail réel immobilier civil? Nous avons effectivement, dans le cadre de nos réflexions, abordé ce sujet et posé le principe qu'effectivement ce type de bail pourrait être consenti sur des lots de copropriété, pour mettre fin à l'incertitude aussi qui, en l'état actuel, persiste sur ce sujet. J'ai plus le numéro d'article en tête, mais... Notre président. C'est l'article 3. Merci. Elisabeth Barret-Duc, avocat au Conseil. J'ai deux questions. Dans ce cas où la personne publique se soumettrait volontairement dans le privé, est-ce qu'il y a une place pour la clause exorbitante? Première question. Ma deuxième question porte sur la difficulté de déterminer les règles de passation au regard de la qualification du contrat. Là, il me semble qu'il va y avoir un problème majeur que nous connaissons bien en contentieux, puisque s'il y a une erreur d'aiguillage sur la passation, tout dégringole. Comment est-ce que vous envisagez la possibilité, au moment de la conclusion, de déterminer si nous sommes dans le cadre d'un marché ou dans le cadre d'une concession? Comment résoudre ce problème dont on voit bien que les années qui viennent de passer démontrent qu'il est majeur?
Alors comment déterminer? Pour un cas précis, en s'adressant à un avocat au conseil. Mais en dehors de cette boutade, vous évoquez d'abord l'hypothèse d'un contrat sur le domaine privé, pour lequel une collectivité publique envisagerait de recourir au bail réel immobilier privé. Présence d'une clause exorbitante du droit commun. Alors il y a une jurisprudence, encore récemment, qui est un peu approximative sur la qualification de clause exorbitante. Je n'ai pas l'arrêt exactement en tête, mais il y a un arrêt récent, je ne sais pas si le tribunal des conflits ou de la Cour de cassation, plutôt le tribunal des conflits, qui à propos d'une clause qui pouvait paraître exorbitante, considère qu'elle ne l'est pas et qu'elle ne remet pas en cause la qualification de contrat de droit privé. Mais si la clause est véritablement exorbitante, en application de la jurisprudence, qui fait toujours rire nos étudiants, n'est-ce pas, madame? Granit, Porphyrique des Vosges, c'est un titre qui a un succès fou. Ce contrat sera un contrat administratif. Alors, dans ce cas, il pourrait transformer le bail réel immobilier de droit privé en un contrat de bail réel immobilier administratif. Donc, prudence à cet égard. Alors, prudence en ce qui concerne le régime de passation. Et là, vous posez une question qui, en réalité, se pose aussi bien pour les contrats dont il n'y a pas de doute qu'ils sont des contrats administratifs portant sur le domaine public, que pour des contrats qui pourraient être des contrats de droit privé portant sur le domaine privé. Mais c'est un problème qui est un problème général que notre projet rencontre, mais à cet égard, il faut se référer aux critères qui permettent d'identifier ce qu'est un marché, ce qu'est une concession, ce qu'est une concession de travaux, ce qu'est une concession de services publics, ou ce qu'est purement et simplement un contrat comportant occupation du domaine public, type jurisprudence Jean Bouin, à laquelle il a déjà été fait allusion. Je suis bien d'accord avec vous sur la nécessité d'avoir une qualification exacte de ce contrat par rapport à d'autres qualifications, mais c'est un problème en soi. C'est un problème qui se pose indépendamment même du cas du bail réel immobilier. Il se pose pour tout contrat, et vous savez bien que la distinction entre marché et concession est quelquefois délicate. Pensez au contrat de mobilier urbain, marché public dans un cas, Société Deco 2005, et puis tout récemment, ce ne sont plus des marchés publics, mais ce n'est pas une question qui se pose à proprement parler pour notre bail. Elle se pose pour notre bail, mais dans un cadre plus général. Donc moi, je ne peux que renvoyer alors au droit des contrats en général et aux critères de qualification des contrats les uns par rapport aux autres, qui est un des plus beaux problèmes du droit des contrats. Mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. Si, mais je comprends très bien que ce problème se pose dans tous les contrats administratifs, mais il me semble que dans la mesure où on va consentir à la partie qui contracte avec la personne publique un droit sur une assez longue durée, il y a un souci de sécurité juridique qui est vraiment très fort. Mais je conviens qu'il ne soit pas propre à ce type de contrat. Merci. Non, mais ce qui est certain, c'est que ce contrat peut se combiner avec différents types de contrats. C'est un contrat qui peut être un contrat en soi, isolé, mais c'est un contrat qui est je ne dis pas un habillage, une appellation, mais qui se combine, c'est une combinaison avec le contrat qu'est le marché ou qu'est la concession. Mais ce qui est déjà le cas. Prenez la jurisprudence Ville de Cabourg, où le contrat a été considéré, bail amphithéotique a été considéré comme une concession de travaux, avec les conséquences qui en résultent, s'agissant du régime de passation et du régime consciencieux.
Peut-être pour revenir sur la clause exorbitante, en fait, aujourd'hui, enfin, l'état du projet proposé, le nombre de clauses qui aujourd'hui, dans un bail amphithéotique droit privé, ne seraient pas compatibles avec ce type de contrat à l'état actuel, est notablement réduit dans le cas du bail immobilier, puisqu'en fait, beaucoup de choses qui répondent à des soucis justement de personnes publiques qui veulent contrôler la législation, qui voudraient un droit de préemption lorsque les droits du bail sont cédés, etc., se trouvent possibles, et donc on peut adopter le bail réel immobilier en le construisant pour une très grande partie à la carte. Et donc à partir de là, d'ailleurs c'est ce qui a guidé le travail de départ, hein, c'était déjà se dire finalement si on assouplit notablement le mécanisme de droit privé, ce sera autant d'hypothèses où on n'aura plus à s'interroger sur le point de savoir si la clause introduite est disqualifiante ou exorbitante. Donc il doit déjà réduire le champ de votre questionnement mécaniquement. Et la résiliation unilatérale? Alors là, celle-ci, on n'est pas allé jusque-là. Il y a une jurisprudence qui reconnaît que la résiliation unilatérale, la clause de résiliation unilatérale n'est pas exorbitante du droit commun. Hein. Est-ce que le BA cultuel a encore sa place dans le projet que vous proposez, sachant que il n'existe pas de service public cultuel, que le législateur a eu, et la jurisprudence, ont eu beaucoup de doutes pour... quant au rattachement de la construction des édifices cultuels à la catégorie d'activité d'intérêt général relevant de la compétence des communes, comment doit-on lire cet article? Alors, je reconnais, mon cher collègue, votre parfaite maîtrise du droit public. Et vous avez fait une bonne lecture de l'article 3. Vous avez déjà en partie la réponse, Antoine, la réponse par écrit, page 36. Dans notre texte. Heureusement, ce problème ne nous a pas échappé. Et alors, commençons par l'article 3. Cet article 3 réunit, s'agissant du domaine public, les buts pour la réalisation duquel le bail peut être conclu. Déjà actuellement, avec les dispositifs variés que nous avons évoqués. Différents buts, selon les cas, peuvent être poursuivis pour la conclusion d'un tel contrat. Nous avons rassemblé ces différents buts dans un texte d'ensemble, et vous les avez à l'article 3. L'accomplissement d'une mission de service public de la collectivité co-contractante, c'est en réalité le bail réel administratif de 1988. La réalisation d'une opération, d'une activité d'intérêt général en rapport avec sa compétence, c'est plus large, et j'y reviendrai. Alors, la réalisation sur son territoire d'ouvrages destinés à un service public d'une autre personne publique. Nous avons déjà des exemples avec la loi LOPSI, où sur le territoire d'une commune se trouve installé le service public de la gendarmerie, de la police, de la justice. Et c'est pour un service public qui est un service public étatique qu'une collectivité locale va passer un contrat pour la réalisation de ces ouvrages dont l'utilisation va être faite par un service public de l'État. Et c'est cette hypothèse que nous avons voulu élargir. Ce n'est pas simplement la justice, la police, la gendarmerie et les établissements de lutte contre l'incendie, c'est plus général. Et enfin, la mise en valeur de l'immeuble objet du bail, vous avez reconnu ici le texte qui a été destiné à faciliter la réhabilitation de l'hôtel de la Marine, mais nous allons beaucoup plus loin que cette hypothèse-là, puisque c'est mis à la disposition de l'ensemble des collectivités publiques. Dans ce cadre général, où se trouvent les baux qui peuvent être conclus pour la réalisation d'édifices cultuels, et je vois qu'il y a une faute de frappe, page 36, puisqu'il est question d'édifices culturels, le R changeant tout. Alors, barrons ce R, le texte a été mal relu, et c'est à moi que je fais le reproche. Alors, c'est la jurisprudence, Madame Bessières, que vous connaissez bien, dans lequel le Conseil d'État a admis que, par exception, principe de laïcité, etc., il pouvait être passé un bail amphithéotique pour faciliter la construction d'un édifice cultuel.
Il y a une disposition spéciale, c'est celle à laquelle vous faites référence. Mais le Conseil d'État précise, et c'est dit dans page 36, que l'ordonnance de 2006, qui a prévu expressément cette hypothèse, n'a fait qu'expliciter une solution qui résultait déjà du texte antérieur de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que l'hypothèse de l'édifice cultuel à laquelle vous pensez se trouvait incluse déjà dans le bail réel immobilier de la loi de 88 et se trouve incluse aussi à l'alinéa 2 de l'article 3, la réalisation d'une opération ou d'une activité d'intérêt général en rapport avec sa compétence. Nous noyons l'hypothèse, nous englobons l'hypothèse de l'édifice cultuel dans cette hypothèse générale, comme le Conseil d'État considère que c'était le cas avec le texte initial de la loi de 88. Voilà la solution répondante à votre préoccupation. Mais si vous voulez qu'on mette des édifices cultuels en plus, moi je veux bien. Mais je trouve que c'est tellement spécial qu'il vaut mieux le mettre dans un ensemble plus général. Donc la question a été vue et réglée par une formule d'ensemble. La commission a vraiment bien travaillé. Madame. Bonjour, Camille Roderc du cabinet Auguste Bouzy. J'ai une petite question donc, sur le bail réel immobilier administratif. J'ai cru comprendre que la propriété des constructions a été due au preneur à bail, qui était propriétaire des constructions. En principe. En principe. Et je me demandais la compatibilité donc, de cette formule avec l'hypothèse que vous souleviez tout à l'heure, qui est soit d'une convention non détachable à ce bail qui permettrait de requalifier, ou en tout cas des clauses même du bail qui permettraient de requalifier le contrat en concession de travaux ou en délégation de service public. Et on a un arrêt récent de la commune de Douai qui nous explique que les biens sont une propriété ab initio dans le cadre du service public à la personne publique. Et donc, est-ce que cette propriété pas prévue dans ce bail est compatible avec le service public? Alors, c'est une hypothèse que nous avons prise en considération s'agissant des droits octroyés, et nous parlons de l'arrêt commune de Douai à la page 42 du rapport de présentation. Et vous voyez qu'il est écrit que les parties peuvent convenir que les biens réalisés par le preneur seront, dès le cours du bail, la propriété du bailleur. Et le preneur n'aura donc sur ces biens qu'un droit réel partiel, non pas la plénitude du droit de propriété. Et si, je ne vais pas relire ce que nous avons écrit, mais cette précaution est liée précisément à la jurisprudence commune de Douai pour permettre de préserver les droits de la collectivité contractante. La jurisprudence commune de Douai est quand même assez souple. L'arrêt ménage des modalités permettant aux concessionnaires d'avoir sur les biens qui lui sont, les biens de la concession, les biens nécessaires au service public, d'avoir des droits lui permettant d'exécuter sa mission tout en bénéficiant de certains avantages. Donc je crois que nous avons, je suis sûr que nous avons pensé à la question et que nous l'avons résolue précisément par la possibilité d'aménager contractuellement les clauses sur la répartition du droit de propriété entre les parties. Autre question? Bonjour, Pascal Mandac, Édition Ami. Deux rapides questions. Quelles ont été les réactions des établissements de crédit par rapport à votre projet, puisqu'effectivement, le financement est une question importante. Maître Tissier a fait référence aussi aux questions liées aux sûretés. Quelles étaient donc les réactions des établissements de crédit? Et deuxième point, est-ce que vous avez évoqué avec Bercy notamment l'impact économique de ces opérations, que ce soit le bail réel immobilier et le droit privé, notamment? Merci. Pour les établissements de crédit, j'avoue que nous ne les avons pas consultés.
Donc c'est peut-être une erreur, mais je pense que tout ce que nous avons fait allait dans le sens de faciliter l'octroi des crédits. Donc je tendrais à supposer qu'il ne serait pas hostile à nos propositions. En ce qui concerne les aspects économiques, Bercy. Alors à Bercy, comme nous l'avons dit, nous avons eu un contact avec la direction des affaires juridiques, pas avec la direction des affaires économiques. Il n'y en a pas. Mais donc l'impact économique dont vous parlez, je ne peux pas vous dire que nous l'ayons approfondi et que nous ayons eu des consultations à ce sujet. Donc, comme pour l'aspect financier, c'est sans doute une lacune dans notre travail. Nous avons fait un travail qui est essentiellement un travail juridique, avec des préoccupations financières quand même. La préoccupation de faciliter le financement, mais sur l'impact économique, je dirais que cet impact ne sera pas inférieur à celui des dispositifs actuellement en cours. Les dispositifs actuellement en cours ont permis un certain nombre de solutions, avec plus ou moins de succès. On lisait hier ou avant-hier dans un journal du soir qu'il y a un contrat de partenariat dans lequel je pense qu'un certain nombre de droits de nature réelle ont été consentis aux co-contractants avait été un échec retentissant. Impact économique, impact financier, mais il y a quand même d'autres exemples de beaux amphithéotiques, de contrats de partenariat qui sont des succès. Donc, dans la mesure où nous ne faisons que systématiser des solutions actuelles en les améliorant, en les unifiant, en les simplifiant même, je crois que nous pourrions avoir un impact économique supérieur à celui des solutions actuelles. Mais c'est une supposition. Juste rajouter peut-être un point, parce qu'effectivement, les établissements qui financent l'opération, leur première interrogation est souvent au jour d'aujourd'hui de savoir si le contrat est bien constitué d'un droit réel immobilier, et est-ce qu'il ne contient pas une clause disqualifiante qui, à terme, anéantirait la sûreté qui a été consentie. Donc, globalement, le dispositif a pour but, justement, de supprimer tout ce champ de questionnement, puisque on a un contrat qui, globalement, est un contrat plus sûr, puisque toutes les souplesses recherchées sont atteignables sans que le caractère réel du contrat consenti soit susceptible d'une remise en cause. Donc, globalement, on est dans un paysage qui est plus sûr pour ceux qui financent ces opérations. Et par ailleurs, alors je ne vais pas revenir sur le sujet, mais vous verrez que l'article 19 et 20, on organise un mécanisme un peu particulier au profit des créanciers hypothécaires qui disposent de sûreté sur le bien. Mais là, je ne vais pas faire en détail compte tenu de l'horaire imparti. Encore une question qui serait la dernière. Donc, s'il n'y a plus de questions, deux mots de conclure. La philosophie qui a été la nôtre, elle se résume en deux mots. Simplification. Et comme nous étions en 2010-2011, ça signifie que nous avons inventé le choc de simplification qui nous a été emprunté par la suite. Deuxième élément, la souplesse. Nous avons essayé d'introduire partout de la souplesse de telle sorte qu'il n'y ait plus ces interrogations permanentes sur la validité ou la nullité d'un bail parce qu'il comporte telle ou telle clause. La plus grande difficulté que nous avons connue, c'est sans doute la transposition au droit public. Car la souplesse que nous avions introduite a dû tenir compte des impératifs du droit public. Et je ne sais pas si on peut dire cela, peut-être qu'en ce qui concerne le droit réel immobilier administratif, c'est une souplesse semi-rigide. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de souplesse, compte tenu, je par reprends le mot, de la liberté. Par rapport à ce qu'est le droit public, oui, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Il est certain que
alors qu'il n'y a quasiment pas de contraintes en droit privé, il y en a nécessairement. Il y en a nécessairement en droit public. Et notamment a été soulevé le problème tout à l'heure des contrats administratifs. De quel contrat relève-t-on? Je me demande si nous ne pourrions pas suggérer au Club des juristes de constituer une commission sur l'unification des contrats administratifs. Alors, sous votre direction. Oui, oui, je prends. Mais il y a une unité du droit des contrats publics. Il y a des principes communs, principes de droit public communs à tous les contrats administratifs, mais vous n'empêcherez pas qu'il y ait entre certains contrats une différence de nature, et essentiellement entre les concessions d'une part et les marchés d'autre part, différence de nature que la Commission européenne et ses services n'a pas suffisamment prise en compte dans l'élaboration de la nouvelle directive adoptée par le Conseil européen le 11 février dernier et par le Parlement le 14 janvier précédent. Elle va apparaître au journal officiel bientôt. Elle est encore pétrie de conceptions liées au marché public, n'ayant pas conscience qu'un marché, c'est une commande d'un bien, d'un produit, d'une marchandise, d'un service à une entreprise, alors que la concession, qu'il ne faut pas ranger sous l'intitulé commande publique, c'est une erreur. La concession consiste à confier à une entreprise le soin d'assurer un service au profit des usagers. Et radicalement, cette différence de nature dans l'objet, dans les prestations que doit le co-contractant, entraîne des conséquences sur la manière dont le co-contractant doit se comporter, et donc, en amont, sur le choix du co-contractant, ce qui n'est pas encore bien intégré dans la mentalité de Bruxelles, et donc dans la directive qui va être bientôt publiée et qui devra être transposée. Nous allons en conséquence suggérer au prochain gouvernement de vous mandater pour aller plaider auprès de Bruxelles avec la fougue et la vôtre pour leur expliquer ce que c'est l'unité dans la diversité. Non mais on s'est beaucoup bagarré, mais là... Et c'est pour ça qu'il faut rayer, et je l'ai dit l'autre jour à cette réunion à Bercy, là, ce colloque, il faut rayer du vocabulaire qu'on utilise droit de la commande publique. La seule commande publique, c'est le marché. La concession, la délégation de service public, c'est pas de la commande publique. Commandez, garçon, un café. Entreprise, donnez-moi des autobus, fournissez-moi en papier. En revanche, je délègue à quelqu'un le soin de faire quelque chose au profit d'autrui pour moi-même. C'est une confiance qui est attribuée à quelqu'un pour réaliser un service qui relève de ma responsabilité. Je délègue. C'est tout autre chose que de commander ce qui ressemble à une tasse de café. Bien. On en a beaucoup de mal avec la concession de travaux. Oui, mais elle va disparaître. Avec la nouvelle directive, elle va disparaître. Bon, je crois qu'il convient maintenant de vous remercier de votre aimable attention et en espérant vous avoir convaincu du bien fondé de notre proposition. Merci à vous.